Bon ben voilà, c'est bon, il y a un événement, j'ai un peu de retard, mais je vous laisse. Oui, alors je vous laisse, attends. J'ai pas des tasses, mais t'inquiète, je reviens. Moi je pense qu'il vaut mieux qu'on accepte de la mettre sur le tapis, mettre en négociation et faire des concessions. On va revenir sur les différentes mesures et ce que vous venez de dire, Berger, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un côté irresponsable et coupable? Je m'explique, on est dans un contexte compliqué, de la part peut-être du Premier ministre en tous les cas. Parce que lorsque vous observez toutes les tensions géopolitiques, toutes les guerres, les conflits, etc., on voyait bien qu'il y avait quand même, l'économie française, elle se portait, il y avait quelques signaux positifs malgré tout. Voilà, désolé les gars, j'étais chercher un truc pour poser ma caméra. Donc, c'est mieux. Sinon... Alors je monte le son parce que sinon vous allez... L'économie que vous décrivez, ils sont réels et ils ne sont pas tombés du ciel. Ces signaux positifs sur l'économie, sur la réindustrialisation du pays, sur les investissements étrangers, sur le chômage de masse qui n'est plus une préoccupation majeure, ça, c'est la politique qu'on mène depuis 2017. Et ça veut dire aussi que changer complètement de braquet, c'est le risque aussi que ces signaux positifs, en fait, le soient de moins en moins. Ensuite, sur la question que vous me posez, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Mais dans tous les cas, est-ce que c'est responsable? La même question se serait posée. La même question se serait posée. Votre question, elle peut se retourner, de dire dans ces cas-là, est-ce que c'est responsable d'appuyer sur le bouton ou de refuser de le faire pour les oppositions? On a tous une part de responsabilité. Moi, je suis pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points, parce qu'à la fin, je pense que les Français, ils feront pas trop la différence. Ils verront juste ce qui se passe pour eux, ce qui se passe pour eux à la fin du mois, ce qui se passe pour eux pour leur service public. Ils se diront, enfin, moi, je pense que le vrai risque, c'est qu'à la fin, on génère de l'indifférence chez les Français. Moi, je veux pas que les hommes ou les femmes politiques génèrent de l'indifférence. Je veux qu'ils se disent qu'on est encore en capacité d'agir et d'agir pour eux. Donc, on est que ce soit là de l'indifférence. Je pense qu'il faut être lucide. Il faut être lucide sur le fait que parfois on est vu comme étant dans la pièce d'à côté, qu'ils ont l'impression qu'on partage plus les mêmes préoccupations. Et donc ça, on doit réussir à être lucide sur le constat. Donc, si on veut pas être la pièce d'à côté, si on veut pas qu'ils ne nous écoutent plus, parce qu'ils ont plus envie de nous entendre, il faut être lucide sur le constat, assumer de poser clairement aussi les règles du jeu, assumer clairement aussi des directions qu'on veut prendre. Et moi, au-delà de « il faut supprimer telle ou telle mesure », moi je souhaite qu'on me dise quelles sont les mesures nouvelles, quelles sont les mesures alternatives, parce qu'un compromis, c'est pas que des mots, c'est aussi des plus, c'est-à-dire des propositions. C'est ce qu'on va évidemment demander ce soir tout au long de cette émission à ceux qui vont succéder. Mais vous parlez de lucidité, vous parlez de responsabilité. On a beaucoup entendu ce chiffre de 1000 milliards de dettes supplémentaires en 10 ans. Je le disais en vous accueillant sur ce plateau, vous êtes député macroniste depuis 2017. Combien de budget avez-vous rejeté? J'assume d'avoir soutenu les budgets, mais pourquoi? Donc cette part de responsabilité là aussi, déjà, évidemment. Je l'ai dit, j'ai parlé de responsabilité collective. Parce qu'on parlait de décalage avec les Français. Avant même que vous me posiez la question. Mais la dette, elle vient d'où? La dette, la moitié, c'est les retraites. Qui a réformé les retraites? Qui? Nous avons réformé les retraites. J'étais présidente du groupe parlementaire à ce moment-là. Qui a voté? On n'a pas pu voter au Parlement, à l'Assemblée nationale. Pourquoi on n'a pas pu voter à l'Assemblée nationale? Parce que personne n'a envie de partager ce fardeau-là de responsabilité. Oui, mais Berger, il y a quand même 1000 milliards qui vous sont impulsables. Vous êtes d'accord? Moi, je dis que déjà, on a assumé ça. On a assumé de réformer les retraites. Poser la question à ceux qui, aujourd'hui, vous continuez à dire il fallait pas le faire. Il faut revenir à 62, voire à 60 ans. Est-ce que ce débat ne paraît pas complètement à côté de la plaque? En tant que ça, les socialistes l'ont remis sur la table. On sait qu'en janvier dernier, la question des retraites avait été décisive pour que les socialistes décident finalement de passer à une forme de pacte de non-censure avec votre gouvernement, avec François Bayrou. Aujourd'hui, est-ce que vous évoquez des compromis? Est-ce qu'il ne faut pas faire un geste sur cette question des retraites? Juste, par exemple, on sait qu'il y aura l'année prochaine dans le projet de budget une année blanche, c'est-à-dire que les retraites notamment ne seront pas indexées sur l'inflation des retraites. Notamment celles et ceux qui... Non, donc on leur dit ça. C'est souhaitable, mais vous avez l'air de peu y croire. Non, j'y crois parce que sinon je ne serais pas sur votre plateau. Mais je suis pas élu, on ne serait pas élu député et on ne pourrait pas aucun geste sur les retraites. Mais on en a fait déjà sur les retraites. Moi, j'aurais aimé que le conclave aille au bout. Allez. Les partenaires sociaux étaient prêts à avoir un accord qui était important sur la question des retraites des femmes. C'est pas un petit sujet. Sur la question de la pénibilité. Combien aujourd'hui de Français ont une vie qui est une vie difficile au travail avec la nécessité justement. Mais
on était pourrait prêt, dire, on était prêt on à faire. indexe les retraites, par exemple, sur l'inflation d'un point. Déjà de ce que les partenaires sociaux avaient négocié et on n'était pas si loin d'un accord. Il y avait des gens responsables qui étaient restés jusqu'au bout autour de la table. Ça, c'était un bon signe quand même pour notre pays de se dire qu'on était prêt à cette négociation. Mais si à la fin de ce plateau et de tous ceux que vous allez avoir ce soir qui se sont succédés, il n'y a que des additions de dépenses supplémentaires, je ne vois pas comment on répond à la question qui est comment on diminue le fardeau de la dette dans notre pays. Qu'est-ce qui est inutile on se dit que ce aujourd'hui? n'est pas la bonne question. Qu'est-ce qui est Et que c'est inutile? pas important de réduire la dette. Moi, je pense Laurent que c'est Berger. important et ça nécessite des réformes. Qu'est-ce qui est inutile comme dépense aujourd'hui? Mais ça nécessite d'abord des réformes. Mais vous pouvez avoir des idées pour les peser sur la table, Alors, poser les sur la table dans le idées, débat. on en a posé plein sur la table. On a posé la question du train de vie de l'État. Avant de demander des efforts aux Français, il faut que l'État soit crédible. Pour que l'État soit crédible, il faut réinterroger nos propres dépenses. Ce que nous avons fait, on a posé la question des agences notamment. Le Sénat a fait un rapport sur le sujet qui est intéressant. Mais ça, c'est aussi la Mais capacité quelle à agence, entendre quand, ce qui a combien été de dit. fonctionnaires, quelle économie? Mais il y a eu plusieurs rapports sur le sujet. Ça a été archi-documenté par la Cour des comptes, par des rapports parlementaires. Donc, allons-y, faisons-le, mettons-nous autour de la table sur ce sujet. On le dit sur la question du travail, sur la réforme de l'assurance chômage. Combien de fois on entend des Français, des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants dire on en a marre à un moment qu'on nous demande des efforts à nous qui bossons, alors qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui ne sont pas au travail. Parfois pour des raisons très objectives, parce que les jeunes s'insèrent trop tard sur le marché du travail, parce que les seniors partent trop tôt, parce qu'on a un taux d'emploi des femmes qui est encore inférieur à celui des hommes, mais aussi parce qu'on a la nécessité Mais vous d'aller entendez plus ce loin qu'ils sur la disent, réforme de vous l'assurance entendez chômage. ce par qu'ils disent exemple. les Français, mais pourquoi ils n'ont pas fait plus avant? Et qu'est-ce qui fait que demain, ils arriveront à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire? Mais c'est pas vrai. Bah, C'est si. pas vrai sur les premières années qui ont été les nôtres avant les années de crise. Vous savez très bien les chiffres, Edwige Chevrillon, vous les commentez tous les jours. Vous savez très bien qu'on a réussi à réduire sur de la dépense. On l'a fait. Et après, on a eu des chocs. On a eu des chocs de crise. On a eu les chocs du Covid, on a eu le choc énergétique. Tout le monde nous a demandé non seulement de dépenser, mais de continuer à dépenser. Personne n'est venu sur votre plateau vous dire, après la Mais la crise énergétique et Covid, responsabilité. s'il vous plaît, arrêtez la politique du chèque. S'il vous plaît, dépensez moins. Donc il faut que chacun balaye devant sa porte. Si nous, on a une responsabilité, et je l'assume pleinement, oui, nous avons aussi une responsabilité, il ne faut pas non plus minorer en permanence celle des autres. Donc, Est-ce il que faut les Français chacun en ont une, comme assume- semble le dire François Bayrou, est-ce que les Français ont une responsabilité? Parce que François Bayrou dit, tout cet argent dont vous parlez ce soir, au fil des chocs, il est allé aussi aux Français. La responsabilité, elle est d'abord la responsabilité des choix politiques que les uns et les autres nous avons fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Mais ce qui est vrai, c'est que cet argent, il n'a pas servi à rien. Il a servi d'abord pour les Français. Ça, c'est une certitude. Quand vous avez dépensé plus, vous avez dépensé plus au service des services publics, justement, au service des Français, au service de leur protection, au service de nos entreprises. Moi, je regrette pas ce qu'on a fait, par exemple, sur le chômage partiel pendant le Covid. Je regrette pas le Non, mais fait il fallait qu'on ait soutenu s'arrêter les avant. artisans des Il commerces. fallait Oui, s'arrêter à un moment. mais qui le voulait? Oui. Qui le Bah, voulait? Qui était au pouvoir? Personne. Non, mais qui le voulait? Et qui l'aurait voté à l'Assemblée nationale à partir de 2022? Personne. Nous étions déjà en majorité relative dès 2022. Personne ne voulait que nous arrêtions. Moi-même, j'étais dans ces négociations-là en tant que présidente de l'ONU. Je me souviens très bien de ce qu'on nous demandait. On ne nous demandait pas de dépenser moins, on nous demandait de dépenser plus. Donc maintenant, la question, elle n'est pas juste comment on revoit notre copie. La copie, elle est évidemment perfectible. Ouais. Tout le monde le sait. Sur Et le nous-mêmes, volet on le recette disons. aussi et la taxation des plus hauts revenus. Il y a eu ce geste, encore une fois, dans la méthode François Bayrou, mardi dernier, devant la CFDT. Encore une fois, extrêmement flou, évasif, mais sur la taxation des plus hauts revenus, sur l'évasion fiscale. Est-ce qu'il y a un tabou sur notamment l'impôt sur la fortune? Pourquoi ne pas non plus avancer sur ce point? Vous parlez de ceux qui viennent sur ces plateaux, ils sont nombreux à dire aujourd'hui qu'il y a une forme d'injustice fiscale et qu'il faut sans doute aller plus loin sur la taxation des plus hauts Il y a patrimoines. plusieurs sujets. Vous parlez de l'évasion. Déjà, la question de la fraude sociale et de la fraude fiscale, c'est évidemment un sujet qui est prioritaire parce que c'est une insulte à ceux qui bossent. C'est une insulte à ceux qui, eux, respectent les règles. Donc la question de la lutte contre la fraude, qu'elle soit sociale et fiscale, évidemment que ça doit être une priorité. Ensuite, il y a la question de la fiscalité. Notre fiscalité dans notre pays, elle est importante. Je pense qu'il n'y a pas un Français ici sur votre plateau qui considère qu'il paye pas assez d'impôts. Donc elle est importante. Et on a un pays qui est très redistributif. On corrige les inégalités parce qu'on a justement des prélèvements obligatoires qui permettent de corriger ces inégalités et de lutter contre la pauvreté notamment. Et Donc justement, ça, est-ce c'est qu'on n'est pas allé redondant. trop loin? Mais vous voyez bien qu'on est pris en permanence en étau entre ceux qui disent réduisez la charge de la fiscalité et ceux qui disent augmentez. Moi, je pense qu'on a réussi depuis 2017 quelque chose
qu'il y ait une cohérence en matière économique et fiscale. Et le pire risque, c'est quoi? C'est l'instabilité et c'est l'incohérence. Si vous faites une politique du zigzag en matière économique, Et on est dans déstabilisez l'instabilité, Aurore Berger. on ne va pas ajouter l'instabilité économique et fiscale à l'instabilité politique. On a fait des éléments de taxation sur les plus hauts revenus. C'était une proposition qui avait été prise au départ dans le budget de Michel Barnier, que nous avons reprise. Donc on a assumé une taxation exceptionnelle sur les plus hauts revenus dans notre pays, en plus de l'impôt sur le revenu. Donc on a fait cette part-là. Est-ce qu'il faut encore et toujours aller plus loin? Vous savez, on est toujours le plus riche de quelqu'un. Donc la question, c'est quel est le seuil? Jusqu'où ça va? À quel niveau ça va? Moi, je ne suis pas certaine que dans notre pays, on ait besoin de fiscalité supplémentaire. On a besoin de dépenser mieux et peut-être parfois de dépenser moins plutôt que de taxer plus. Aurore Berger, vous dites que vous y croyez encore, mais on a un peu de mal à voir qui soutient encore François Bayrou. Alors ce soir, Bruno Retailleau appelle les députés LR à ne pas rejoindre, je cite, les pyromanes qui ne voteraient pas la confiance à François Bayrou. Pourtant, Laurent Wauquiez, lui, appelle à un vote des militants pour faire un choix clair. Et Xavier Bertrand, ce matin, a expliqué que lui, il n'inciterait pas les députés LR à voter la confiance à François Bayrou si le budget reste en l'état. Vous êtes issu des Républicains. Qu'est-ce que vous dites à vos anciens amis des Républicains? En fin de journée, même Valérie Pécresse, dont vous avez été proche, disait à Marc Fauvel que s'il n'y avait pas d'accord de gouvernement, la solution privilégiée, ce serait un départ anticipé du président, une présidentielle anticipée. Qu'est-ce que vous dites aux Républicains ce soir? Je leur dis qu'on gouverne ensemble aujourd'hui. Ce budget n'est donc pas sorti de nulle part. Il est sorti de la capacité que nous avons eue à gouverner ensemble et à maintenir une coalition depuis à peu près 1 an. Ça n'allait pas de soi d'être dans cette coalition ensemble. Ça demandait des efforts à chacun. Mais ça veut dire que si on veut continuer à gouverner ensemble demain, la logique, c'est évidemment qu'il n'y ait pas une voix qui manque de la part des députés Renaissance, Modem, Horizon et LR sur le vote de confiance. Vous avez un doute chez les LR? Vraisemblablement, quand j'entends l'explication qui est donnée par Guillaume Darey, je perçois que c'est pas forcément si simple. Je peux comprendre que des députés, à un moment, se disent « Et si demain on retourne aux urnes, est-ce qu'il vaut bien que je prenne le risque ?» Le risque, c'est le risque de l'incohérence. C'est le risque de l'incohérence. Est-ce que oui ou non il participe au gouvernement? La réponse est oui. Il me semble, et non des moindres, président du parti, ministre de l'Intérieur. Et il a été clair sur le fait que lui appelait sans ambiguïté à voter la confiance. Donc il faut qu'à un moment, qu'il n'y ait aucune ambiguïté de la part de qui que ce soit. Vous maintenez que dans votre esprit, il est possible que le bloc central qui gouverne aujourd'hui continue à gouverner après le 8, avec ou sans François Bayrou. Pour vous, c'est toujours possible? C'est possible à partir du moment où vous démontrez que vous avez une coalition qui est la coalition la plus large qui soit. Aujourd'hui, d'un point de vue purement même arithmétique, la coalition que nous avons réunie est la coalition la plus large qui soit. Ça ne veut pas dire que ce soit la plus simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuances ou des différences, ça ne veut pas dire que c'est simple à l'Assemblée, on en fait la démonstration, mais bon an, mal an, ça veut dire que depuis 1 an, on a gouverné, qu'il y a un budget qui a été adopté, qu'il y a des lois qui ont été adoptées, que ce soit sur le narcotrafic, la lutte contre l'antisémitisme, on a fait des choses qui sont utiles. Moi, j'aimerais qu'on aille plus loin, j'aimerais parfois que ça aille plus vite, mais il faut faire confiance à l'Assemblée qui a été choisie par les Français. Mais c'est compliqué sur le budget. Je voulais vous montrer une fresque qui va revenir tout au long de cette émission. La fresque des premiers ministrables. On a imaginé ce qui pourrait se passer, parce que c'est le but de cette émission. Après le 8, si le gouvernement auquel vous participez tombe, on a un certain nombre de cas de figure, vous les voyez ici, ça va de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui est cité parmi les premiers ministrables, à Catherine Vautrin, Gérald Darmanin, qui participe en ce moment au gouvernement, le ministre de l'économie aussi, qu'on voit plein centre, qui participe et qui vient lui plutôt de la gauche, Olivier Faure, dont certains se disent, et il vous succédera tout à l'heure sur le plateau, qu'il se voit lui à Matignon, Bernard Cazeneuve, Christine Lagarde, la patronne de la BCE aujourd'hui. Quelle hypothèse vous rejetez d'emblée? Est-ce que pour vous, je ne vais pas vous demander un nom, je sais que vous n'allez pas me répondre, vous êtes ministre de François Bayrou. Vous êtes lucide. Est-ce que pour vous, peut tenter, Maxime, un gouvernement emmené par la gauche, emmené par Olivier Faure aujourd'hui, c'est inconcevable, vous ne le soutiendrez jamais? Mais en fait, c'est inconcevable parce que c'est particulièrement minoritaire, puisque même la France Insoumise ne le soutiendrait pas. Donc quand vous faites même pas l'union de chez vous, c'est compliqué d'aller rassembler au-delà. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'est pas en capacité de travailler ensemble? Il y a 2 choses différentes. Il va y avoir la question qui sera posée si le 8 on n'a pas le vote de confiance, et moi je préfère ne pas anticiper, ne pas enjamber, de quelle est la coalition gouvernementale qui peut tenir. Et puis, il va y avoir ceux qui peuvent dire, je ne participe pas au gouvernement, mais pour autant, je souhaite la stabilité du pays, et pour moi, ça a un prix. Et ça veut dire que ce sera en fonction de telles réformes qui seront engagées. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas en permanence, ce que je disais tout à l'heure, faire des soustractions. Ne faites pas ça, retirez ça de la copie. Olivier Faure va me succéder. Moi, la question que je veux lui poser, c'est ça.
au-delà de ce qu'il faut retirer de notre copie, quels sont les éléments de réforme qu'il veut porter? Est-ce qu'on peut porter ensemble, par exemple, une réforme sur le grand âge, Mais une révolution majeure sur la longévité? Le Il y a un compromis est certain nombre d'éléments impossible qu'on aujourd'hui. peut porter. Pourquoi ces 8 derniers mois avec François Bayrou, où le compromis, on le voit, c'est le résultat de ce jour, Mais on a n'est voté pas un budget possible. ensemble. Oui, enfin, Donc ça n'a pas pour le totalement été résultat qu'on impossible. connaît aujourd'hui. Ça n'a pas totalement été impossible. Vous savez, quand j'ai été nommée au gouvernement, on nous prédisait parfois 3 semaines ou 1 mois. Vous vous en souvenez, vous l'avez peut-être parfois dit vous-même. Bon, il se trouve que ça fait presque 9 mois. 9 mois où un budget pour le pays a été adopté, un budget pour la sécurité sociale a été adopté, des réformes aussi ont été adoptées, notamment sur les questions sécuritaires que j'évoquais. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Ça veut dire que c'est possible avec l'Assemblée qui est la nôtre. Donc, ceux qui disent qu'il faut changer d'Assemblée, oublient qu'il y a quelques mois à peine on a réussi. Donc, pourquoi on n'en serait pas capable encore aujourd'hui? On en sera capable. Emmanuel Aussi, Macron évidemment, dit souvent chacun qu'il ne est prêt à faut pas voter. avoir peur du vote des Français. Pourquoi vous opposez si frontalement à une dissolution? Vous avez peur de retourner devant les Français? Moi, j'ai pas peur de retourner devant les Français, j'ai pas peur de retourner devant celles et ceux qui m'ont réélu pour la 3e fois dans les Yvelines. C'est pas la question. D'ailleurs, c'est pas une question personnelle. Je sais que ça coûte aussi. Ça coûtera sur du temps que nous n'aurons pas pour travailler et pour avancer. Ça coûtera pour nos entreprises. Parce que quand je rencontre des chefs d'entreprise, où qu'ils soient en Ariège dans les Yvelines, ils ne souhaitent pas une nouvelle dissolution. Ça ne veut pas dire qu'ils nous soutiennent mordicus, mais à minima, ce qu'ils veulent, c'est un minimum de stabilité. Et ce qu'ils nous disent, c'est désolé de le dire comme ça, mais c'est démerdez-vous. On vous a élus. Tous, les uns et les autres. Ils sont Avec concernés cette par les assemblée-là. politiques. Donc maintenant, à vous de faire en sorte que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on vous soutient tous, mais ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que de démontrer que c'est possible. Et à la fin, on sera tous comptables. Parce que si ça ne marche pas avec cette assemblée-là, qui vous garantit qu'avec une autre assemblée, ce sera mieux? Qui vous garantit qu'il y aura plus de stabilité? Personne ne peut venir ce soir sur votre plateau et vous dire si demain on retourne aux urnes, je vous garantis que j'aurai une majorité. Et donc la question de la présidentielle anticipée, c'est tabou. Je disais, Valérie Pécresse dit ce soir, pour débloquer les choses, il faut peut-être une présidentielle anticipée. Je me disais avant d'arriver sur le plateau, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, quand on regardera la période qu'on est en train de vivre, on réalisera tous qu'on a un peu perdu les pédales quand même. Dont Emmanuel Macron avec la dissolution il y a 1 an et demi. Considérer qu'on peut comme ça, des gens qui sont raisonnables, respectables, dire qu'on en appelle à la démission du président de la République, je trouve qu'on atteint des choses qui ne devraient pas exister. On peut contester, évidemment, le président de la République s'appelle la vie démocratique. En appeler à la démission du président de la République, c'est-à-dire la déstabilisation des institutions, le risque d'instabilité l'a fait chronique, quand même avec le la risque dissolution. d'instabilité chronique, je pense que c'est dangereux d'en arriver là et que ça créera un précédent impensable pour notre pays. Donc, Ils non sont seulement plusieurs c'est pas dans souhaitable, votre ancien camp. Il n'y a pas que Valérie Pécresse. Jean-François Copé parle d'une démission. je n'entends inévitable. pas le président du parti le dire. Je crois que Bruno Retailleau a été très clair sur ce sujet. Et tant mieux, on travaille ensemble, on gouverne ensemble. Et le pays, il a besoin à la fois de clarté, de cohérence, et je l'espère, un peu de stabilité. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni en disant ça? Parce qu'on parlait de Jean-François Copé, de Valérie Pécresse. Eux voient l'entonnoir se rétrécir au fur et à mesure et voient le cul-de-sac à la Et fin. peut-être que certains l'espèrent. Peut-être que certains l'espèrent, mais moi, j'espère pas qu'à un moment, ça va se réduire à ce point-là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en fait, on est en capacité d'être meilleur que l'image qu'on donne ces dernières semaines et ces derniers mois, parce que c'est pas une image qui fait honneur à la vie politique que d'être incapable à un moment de s'accorder sur ce qui devrait être une base démocratique, donner un budget au pays. C'est ça dont on parle. Donc, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et est-ce que, au-delà en permanence de revoyer votre copie et se renvoyer les copies les uns et les autres à la figure, est-ce qu'il y a des points qui sont des points d'accord, de négociation et de compromis? C'est pas un gros mot, le compromis. Et oui, en effet, ça coûte un peu. Laurent Berger, question, Guillaume. question courte, réponse courte. Est-ce que le responsable de la situation kafkaïenne dans laquelle nous sommes ne s'appelle pas tout simplement Emmanuel Macron avec une dissolution parfaitement incomprise? Oui ou non? Non. Il Non, n'en est parce rien responsable. Mais je crois qu'à un moment, il a fait un choix sur la dissolution qui était de dire aux Français, est-ce que oui ou non, C'était une bonne idée on peut continuer de la même C'était manière. une bonne idée? On avait les élections européennes. Pour vous, quand on voit le résultat, c'était une bonne idée, oui ou non? J'essaie de répondre à Mais la question dites-moi. posée. Mais on a perdu les élections européennes. Et vous auriez tous dit, le président est sourd s'il n'avait pas bougé. Il a bougé, vous dites il a mal bougé. Bon, bah ça, après, c'est les Français qui décideront et c'est les Français qui choisiront. Et vous? Moi, ce que je pense, c'est que, vous le dites vous-même, on ne peut pas avoir peur de retourner aux urnes. Donc pourquoi lui reprocher ce qu'il a fait hier, alors vous nous demandez d'y retourner aujourd'hui? À un moment, c'est pas très cohérent non plus. Donc moi, je crois qu'il y a eu une dissolution dans notre pays. Que cette dissolution, elle a montré ce qu'est notre pays aussi. Des colères, des fractures, la nécessité aussi, malgré tout, d'arriver à trouver des compromis. Et donc cette assemblée, elle est ce qu'elle est.
Et maintenant, il va falloir faire avec. Je rappelle ce que vous nous avez dit sur ce plateau. Vous appelez, si ça peut débloquer les choses, avez-vous dit, si ça peut débloquer les choses, à oublier, à supprimer la suppression des 2 jours fériés qui étaient prévus par François Bayrou dans le prochain budget. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous. Merci. Olivier Faure vous succède dans une seconde. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Olivier Faure, ce soir? Quel message vous avez commencé tout à l'heure, quel message vous voulez lui faire passer? Il est là, il est à 3 mètres de vous. Je le vois, et ça arrive qu'on se parle. Je crois que on a à la fin... Vous lui parlez, vous êtes pas nombreux à le faire. On a été ensemble à l'Assemblée nationale pendant un certain nombre d'années. Moi, je suis d'abord une parlementaire et c'est de là que je tire ma légitimité. Je crois qu'à la fin, la même question nous est posée. Le même constat, je crois qu'il est suffisamment lucide pour partager le constat sur le mur budgétaire, sur la dette. Maintenant, est-ce qu'on a un chemin commun qui est possible? Ça veut dire qu'on va gouverner ensemble. Je crois que ni lui ni moi nous le souhaiterions peut-être. Donc sans gouverner ensemble, est-ce que pour autant, on est capable de faire avancer le pays? Parce que je crois qu'on ne souhaite pas le blocage. Et je crois qu'on aime suffisamment notre pays pour avoir envie qu'il avance. Merci Aurore Berger d'avoir été sur ce plateau. Face à BFM ce soir, il vous succède Olivier Faure, donc premier secrétaire du Parti Socialiste, député du Val-de-Marne. Sa décision est irrévocable. Il l'a dit sur BFM TV. Les socialistes renverseront le gouvernement de François Bayrou dans une semaine. Pourquoi? Parce qu'Olivier Faure veut devenir Premier ministre. Ça, c'est François Bayrou qui le dit. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir à tous. J'ai dit une bêtise, j'ai dit Val-de-Marne. J'ai dit une bêtise. Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, voilà, c'est pas loin. La première question est posée par Guillaume Darey. Bonsoir Olivier Faure. Effectivement, ici même sur BFM hier midi, vous m'avez dit que la décision des socialistes de ne pas voter la confiance à François Bayrou était irrévocable. Depuis, il s'est passé quand même quelque chose. François Bayrou, hier soir, a annoncé, notamment sur BFM, qu'il pourrait renoncer à la suppression d'un des 2 jours fériés. Alors, question simple, est-ce que c'est de nature à vous faire changer de position, ou est-ce que ce soir, vous reprenez le même terme, irrévocable? Vous êtes taquin. Je vous le confirme. Oui, je crois, parce que effectivement, vous savez qu'il y a 44 milliards d'économies demandées par François Bayrou. Un jour férié, c'est 2 milliards selon lui. Donc il nous propose de revenir sur 2 milliards et il nous dit maintenant que vous avez lâché un os, venez le ronger. Non mais, je veux bien être crédule, je ne veux pas être pris pour un imbécile. Et donc oui, cette décision, elle est irrévocable. Parce que la question qui est posée ce soir, la France est-elle ingouvernable? Non, elle n'est pas ingouvernable, mais nous sommes mal gouvernés. Et c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. La réalité, c'est qu'on aurait pu avoir un Premier ministre qui dise « Je sais que je suis minoritaire », ce qu'il dit, sauf que quand on est minoritaire, eh bien, on cherche ensuite à se concilier le Parlement et donc à faire en sorte d'avancer au fur et à mesure avec l'Assemblée telle qu'elle a été choisie par les Français. J'entends parler de dissolution, mais la réalité, c'est que tout le monde sait, si on en croit les sondages, que s'il y avait une dissolution demain, elle reconduirait peut-être pas exactement les mêmes équilibres, mais enfin, on aurait une majorité qui serait de toute façon introuvable. Donc, il faut faire avec ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est une tripartition de la vie politique. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est un Premier ministre qui vienne à Matignon et qui explique qu'il travaillera avec son projet, pas de confusion, pas de gouvernement où on retrouverait les uns et les autres. Moi, je souhaite un gouvernement de gauche qui vienne avec un programme de gauche, mais ensuite qui vienne devant le Parlement et on verra comment le Parlement travaille. Vous venez de dire vous-même qu'il n'y avait pas de majorité? Vous venez de le dire vous-même. Mais qui a une majorité aujourd'hui? Personne. Donc prenons ça comme un élément de constat évident pour tout le monde. Que vous ayez 5 députés ou 200 députés, il en faut 289 pour pouvoir être majoritaire. Donc personne ne l'est. Vous dites, je veux pas être pris pour un imbécile. François Bayrou, vous avez l'impression, prend les oppositions pour des imbéciles. Je pense que Jeannot et Simone ont compris qu'il n'était pas tout à fait dans une forme de bienveillance à l'égard de qui que ce soit. Enfin, franchement, un Premier ministre qui était censé être un centriste, qui devait être celui qui s'est préparé depuis 40 ans. Pensez, 40 ans qu'il prépare son arrivée à Matignon. Et au bout de 40 ans, il n'a rien à dire à personne. D'où la fin de la bienveillance aussi de votre côté. Pathétique et crépusculaire. Ce sont les mots que vous avez publiés sur votre réseau social hier soir, pendant l'interview du Premier ministre. C'est vraiment ces termes-là qui vous inspirent aujourd'hui. C'est ce que je crois. Alors que vous avez entamé, au début de son bail à Matignon, des consultations, vous vous êtes vus, revus. C'est ça désormais qui vous inspire. Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle je suis assez fondé à dire ce que j'ai dit ce soir. Si j'avais été de ceux qui avaient toujours été dans le refus de toute forme de dialogue avec qui que ce soit, vous pourriez dire, mais enfin, de toute façon, vous avez fait ce choix-là depuis toujours, et vous êtes simplement là pour rechercher le chaos. Mais je n'ai pas cherché le chaos,
j'ai cherché à composer, j'ai cherché à faire en sorte que nous puissions avoir un budget pour la France, j'ai cherché à ce que nous puissions trouver un accord sur une contribution sur les hauts patrimoines ou les hauts revenus, qui devait venir au lendemain du vote du budget. Elle n'est jamais arrivée. On devait avoir une conférence de financement sur les retraites qui devait permettre de modifier, et même d'abroger la réforme Borne. Vous avez vu que, alors que ça devait être un débat sans totem ni tabou, au milieu de la discussion, François Bayrou a signé la fin de l'histoire et en recadrant le retour à la réforme Borne. Donc c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire et c'est la raison pour laquelle je le dis. Un gouvernement qui viendrait devant l'Assemblée avec son projet, mais qui dit « je m'engage à ne jamais utiliser le 49.3 », ça change tout. Ça veut dire que c'est l'Assemblée qui décide, ça veut dire que c'est à l'Assemblée que l'on cherche les accords ou les désaccords. Et moi, ce que je prétends, c'est que la gauche viendra avec son projet et que ce sera à chacun de se définir par rapport à ce projet. Je tente une chose, Olivier Faure, ici ce soir. Guillaume vous propose... Je caricature un peu. On supprime, on oublie un jour férié sur les deux. vous dites c'est pas suffisant. Si c'est 2 jours fériés, est-ce que ça commence à changer quelque chose? Non, mais ça fait 4 milliards. Hein, je suis très sérieux parce que ça fait 4 milliards. 40, alors continuez. Il en reste 40. Alors, si François Bayrou ajoute dans la corbeille, d'ici une semaine, quand il vous recevra, par exemple, les 44 milliards d'efforts, peut-être qu'on peut en faire un peu moins l'an prochain. Est-ce que là, vous vous dites, tiens, peut-être qu'on tient quelque chose avec le Premier ministre? Mais je lui dirais qu'à force de... Sachant que vous avez proposé 22 milliards, quoi. C'est ça. Et moi, je ne suis pas un maquignon. Je ne suis pas là pour venir chercher... Non, ce que je veux... C'est la question du compromis. Oui, mais c'est pas... là, on n'est plus là. Maintenant, il faut changer de mode de gouvernance et il faut changer aussi de projet. L'architecture qui est proposée est une architecture que nous récusons complètement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur qui fait-on les économies? Sur les malades, sur les chômeurs, sur les retraités, sur les travailleurs, sur les jeunes. Enfin, comment voulez-vous que ce soit fait? Et qui est épargné et qui n'a absolument pas, pour l'instant, un centime à débourser, ce sont les grandes fortunes, comme par hasard, dirait quelqu'un. Donc, on est là dans une situation assez paradoxale. C'est que moi, ce que je veux, je ne veux pas mourir guéri. Je ne veux pas qu'on aboutisse à 3% de déficit, en 2019, si c'est entre-temps pour avoir totalement éteint toute forme d'activité, en avoir fini avec l'investissement, en avoir fini avec les collectivités. On sait très bien aujourd'hui que ce qu'il faut faire, ça n'est pas en fait de tuer toute forme d'activité, c'est au contraire de relancer l'activité. Ce que nous proposons, nous, c'est effectivement de réduire la dette, mais pas du tout. Nous, on réduit la dette et en même temps, on relance l'activité et on redonne du pouvoir d'achat. Ce qu'on fait, c'est qu'on remet 19 milliards d'euros à la fois sur le pouvoir d'achat et sur l'investissement. Oui, mais lorsqu'on regarde votre budget, vous avez des hausses d'impôts qui sont grosso modo de 27 milliards de hausses d'impôts, d'accord? Sur les grandes fortunes, sur les entreprises. Ah bon, où ça? Ça vous fait pas... Où ça? Non mais allez jusqu'au bout. Où ça? Où ça quoi? Qu'est-ce qu'on a ponctionné sur les entreprises? Sur les entreprises, vous proposez une taxe sur les grandes entreprises, vous proposez une... Pas du tout. Si. Mais non, pas du tout. Sur les grands patrimoines, les grandes fortunes, sur les gens qui ont fait de l'argent pendant que tous les autres étaient en crise. Et donc, il n'est pas anormal de dire taxe Zuckman sur les patrimoines de gens qui ont plus de 100 millions d'euros. Enfin, 1800 contribuables, 15 milliards de vous et moi. On parle des gens qui optimisent fiscalement par des holdings. Vous savez bien que quand les gens achètent un yacht, si vous achetez un yacht un jour, vous l'achèterez et puis ce sera avec votre argent. Eux, ils achètent avec l'argent de l'entreprise. Et ça ne leur appartient pas facialement, c'est le yacht de l'entreprise. Pardon, mais enfin, il y a des moments où il faut quand même se regarder en face et se dire des gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, ils peuvent quand même mettre un peu à la poche. Mais et on leur demande pas 100 millions, on leur demande 15 millions à eux tous, 15 milliards à eux tous. Et l'argument qui consiste à dire c'est les 500, je vous arrête une seconde. Les 500 familles les plus riches de France, en 8 ans sous Emmanuel Macron, ont vu leur patrimoine passer de 600 milliards à 1200 milliards. Notamment pendant ce temps-là, dites-moi quel est le Français qui a vu sa fortune doubler. Personne. Ce sont la hausse des bourses qui ont facilité et la hausse de l'immobilier qui a fait que notamment ces fortunes sont devenues effectivement considérables. Mais bien sûr, et alors? Donc c'est pas Emmanuel Macron. C'est quoi votre problème? En fait, des gens qui ont une fortune aussi considérable peuvent mettre un peu d'argent de côté. Mais l'argument qui consiste à dire qu'il faut ces grandes fortunes partiraient de France. Et c'est faux. C'est faux. Et c'est faux, vous le savez très bien. Vous regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Je vous donne les chiffres parce que je savais que vous en diriez là. Le nomadisme fiscal. Oui, le nomadisme existe. Ça, c'est une invention pour faire peur. Mais vous connaissez le Conseil d'analyse économique qui travaille pour le Premier ministre.
pas pour moi, pour le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les populations qui seraient susceptibles, avec des hauts patrimoines, de partir, c'est 0,003%. Et après, on peut se dire, mais alors oui, peut-être que c'est aussi les plus riches, et donc le chiffre d'affaires va partir. Ils estiment la perte de valeur ajoutée à moins 0,05% de la valeur ajoutée. Autant vous dire que tout ça est une fable, et qu'on nous raconte des histoires pour faire payer tous les autres, mais alors ceux-là, Olivier Faure, qui voterait ça à l'Assemblée? Olivier Faure, qui voterait ça à l'Assemblée aujourd'hui? Mais la taxe Zuckman, elle a déjà été votée à l'Assemblée. Oui, voter définitivement, non. Ah ben non, parce que le gouvernement ne l'a pas ramené après le Sénat à l'Assemblée, mais le Sénat n'a pas voté. La droite ne veut pas de la taxe Zuckman, c'est un fait. Mais enfin, si on revenait à l'Assemblée, on trouverait une majorité. Aujourd'hui, la droite, l'extrême droite, le bloc central ne veulent pas de cette taxe. Souvenez-vous. Elle a été votée à l'Assemblée, pardon. Est-ce que vous êtes prêt, Olivier Faure, à prendre en quelque sorte le risque du chaos? C'est ce que dit la ministre des Comptes publics ce soir dans une interview au Monde. Je cite Amélie de Montchalin, si on ne fait rien, si nous restons dans la tétanie et l'instabilité, l'extrême droite ou l'extrême gauche l'emportera, dit Amélie de Montchalin. Vous êtes prêt à assumer cette responsabilité? Mais moi, ce que je crois, c'est que l'extrême droite va finir par l'emporter si on prive les Français de pouvoir d'achat, si on leur dit qu'ils seront moins remboursés pour leurs médicaments, si on leur dit que les enfants auront des classes surchargées à l'école, qu'ils n'arriveront pas à trouver de place aux urgences à l'hôpital. Bien sûr que ça se finira mal. Mais vous connaissez l'histoire, comme moi, les années 30, les années 1930, en Europe, c'est quoi? C'est l'austérité. C'est le choix, effectivement, de dire la dette, au déficit, etc. Ça donne quoi? Ça donne une récession massive. Ça donne, en fait, un chômage de masse. Et ça se finit comment? Ça se finit comment? Ça se finit avec l'extrême droite. Eh bien, si on ne veut pas de l'extrême droite, la meilleure façon d'y arriver, c'est encore d'opérer une relance. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut effectivement faire des économies. Il faut effectivement réduire le déficit cette année, 22 milliards. Et puis, en même temps, on relance l'activité, 19 milliards qu'on réinjecte auprès de qui? Auprès des gens. C'est 50% ou presque des Français qui, grâce à nous, retrouveraient un pouvoir d'achat supérieur à celui qu'ils ont aujourd'hui. Avec qui vous gouvernez, Olivier Faure? Ce matin, Mathilde Panot, la patronne du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale, dit qu'elle censurera un gouvernement mené par Olivier Faure. Attendez, avant de lui répondre, si, un petit souvenir, c'est très récent, Université d'été des Insoumis, vous savez ce que je vais vous montrer comme image. Voilà ce qui se passe quand on parle des socialistes aux Insoumis dans une salle peine à craquer, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que vous leur répondez à eux et à Mathilde Panot? Je l'ai vécu comme l'hommage du vice à la vertu, pour tout vous dire. Mais surtout, ce que je sais, c'est que ces gens-là, quand dans la rue, ils défilent pour défendre des acquis sociaux, ces acquis, ils les doivent à qui? Moi, je sais à qui ils les doivent. Ils les doivent au Front Populaire, ils les doivent au Conseil National de la Résistance et à Jean Moulin, et ensuite au gouvernement national avec le général de Gaulle qui était composé de socialistes et de communistes. Et puis après, ils le doivent au 10 mai 80 et à François Mitterrand, ils le doivent à Lionel Jospin, ils doivent une partie aussi à François Hollande. Et donc tout ça, qu'est-ce qu'on en dit? Ce que j'en pense, moi, c'est que c'est facile de dire je suis Monsieur Plus. Vous vous rappelez de la publicité de Monsieur Balzen, qui arrivait toujours et qui donnait un petit coup pour un peu plus. Mais un peu plus, ça veut dire parfois rien du tout. Et moi, ce que je veux, c'est que nous puissions, dès à présent, pas attendre une hypothétique dissolution, une démission du chef de l'État, dont personne ne sait par qui il serait remplacé. Moi, ce que je sais, c'est que dès aujourd'hui, je veux pour les Français qui nous ont fait confiance il y a un an, que nous puissions dire que nous suspendons la réforme des retraites, que nous faisons en sorte que nous relancions l'activité, que nous permettions à une maman sans les insoumis. Sans les insoumis. Mais on verra qui votera à l'Assemblée. Est-ce que vous croyez sérieusement que les insoumis voteraient contre la taxe Zuckman? Ben, bien sûr que non. Donc, alors, vous parlez de ces gens-là, pardonnez-moi. Mais moi, est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche qui est prêt à dire, même s'il y a des gens qui veulent faire plus, pardon, je vous coupe, mais même s'il y a des gens qui veulent faire plus, est-ce qu'il y a des gens à gauche qui seraient prêts à renoncer à ce que nous proposons, c'est-à-dire 900 € par an pour une maman qui élève ses enfants toute seule? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut y renoncer à gauche? Pour deux parents qui gagnent 1920 € chacun par an, par mois, pardon, c'est 1500 € pour eux à la fin de l'année. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y a quelqu'un à gauche qui peut le refuser? Je ne le crois pas. Et donc, je pense que moi, je ne demande le soutien de personne. Je veux être jugé sur les actes, à un moment, faut sur les regarder avec quelqu'un. Mais texte par texte, on arrivera à l'Assemblée, on dira
voilà ce qu'on propose. Vous êtes pour, vous êtes contre. Et ce qu'on fera, c'est qu'on aura en même temps le dialogue social qui a été complètement abandonné par Olivier Faure-Matignon, le programme que vous appliquez, c'est le programme du nouveau Front Populaire, il est toujours d'actualité ou pas? Mais tout ne sera pas applicable dans le programme du Front Populaire. On le sait bien, on n'est pas majoritaire absolu. Donc cette idée de faire tout mon programme, rien que mon programme qui avait été évoqué un temps par Jean-Luc Mélenchon, n'est pas imaginable. Parce que nous serions bloqués nettement par tout le monde. Donc le programme du nouveau Front Populaire à la poubelle. Mais j'ai pas dit la poubelle, j'ai dit que tout ce qu'il est possible de faire tout de suite et permettre à des gens qui attendent que leur vie change, eh bien on le fait tout de suite et on n'attend pas. Parce que c'est comme ça que nous serons enfin à la hauteur des espérances que nous avons su lever il y a un an. Est-ce que ça n'est pas culotté de votre part de dire non, il n'y aura pas de ministre insoumis si nous arrivons à Matignon, si nous arrivons au gouvernement? En revanche, s'il y a des élections, là, éventuellement, on pourra avoir besoin de leur soutien. C'est pas moi qui ai dit... la réalité, c'est que vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon vendredi ou samedi, je sais plus, vendredi, après que j'ai parlé, qui a dit « Jamais nous ne soutiendrons aucun gouvernement qui n'est pas le nôtre ». Bon, j'entends ce qu'il dit. Donc, comme j'entends qu'il dit qu'il ne soutiendra pas, j'en déduis qu'il ne veut pas entrer dans un gouvernement. Je me rappelle aussi que au lendemain de l'été dernier, il avait dit « Je suis prêt à un soutien sans participation ». Mais je ne lui demande rien du tout, je ne demande même pas un soutien, je dis simplement, moi je veux qu'il y ait un gouvernement de gauche, écologiste, et que ce gouvernement, derrière, puisse venir devant le Parlement, fasse des propositions, elles passent pas, mais on fait comme si on avait entendu les Français. Les Français ont donné en fait une assemblée. Donc faisons ce qu'ils nous ont donné. Mais n'inventons pas. C'est pas possible de dire simplement, moi je ne cherche à gouverner que si j'ai tous les pouvoirs. Personne n'a tous les pouvoirs. Donc on fait avec les pouvoirs qu'on a. Voilà. Le mot de clarification est très à la mode pour faire suite à la question de Maxime. Quand on vous posait la question hier sur de possibles accords en cas de dissolution, encore une fois pour faire barrage à qui? Au Rassemblement national. Vous avez vu ces sondages, notre sondage à la... Les Français en ont soupé du Front républicain et du barrage républicain pour faire face au RN de Marine Le Pen. Je ne parle même pas du Front républicain, je vous parle du Front populaire. Mais pourquoi... Non, votre démonstration hier, c'était de dire en cas de menace de candidat RN... Front populaire. Front populaire, effectivement, vous allierez avec la France insoumise. Ce que j'ai dit, c'est que jamais, entendez-moi bien, jamais je ne me pardonnerai d'avoir, par irresponsabilité, fait en sorte de dérouler le tapis rouge sous les pieds de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Donc oui, j'assume parfaitement le fait qu'aujourd'hui il y a une menace qui est une menace existentielle pour notre pays. Vous vous rendez compte que le pays des droits humains pourrait demain devenir un pays qui bascule à l'extrême droite, mais ça n'aurait pas seulement des conséquences dans notre pays, ça aurait des conséquences dans l'Europe entière et dans le monde entier. Et moi je vois bien l'offensive qui est aujourd'hui en cours, qui part de Trump, Milei, qui va jusqu'à Orban, Meloni, et je vois même que dans d'autres pays européens, je prends les élections présidentielles autrichiennes, je vois ce qui se passe en Allemagne, je vois ce qui se passe en Espagne, je vois ce qui se passe au Portugal, je vois qu'aujourd'hui la menace elle est partout. Et donc je ne veux pas que la France effectivement bascule à l'extrême droite, c'est simple. Et donc la gauche, elle s'est toujours retrouvée pour battre l'extrême droite. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un accord programmatique ? Certainement pas, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes en désaccord. Est-ce qu'il pourrait y avoir un accord défensif dans les circonscriptions où nous sommes menacés de voir l'extrême droite l'emporter? Là, je dis que ça se discute. Voilà. Sur la question des retraites, donc vous abrogez évidemment la réforme des retraites telle qu'elle existe aujourd'hui. Retour de l'âge de retraite à 62 ans? Oui, je le souhaite. Vous le souhaitez? Comment est-ce que vous financez ça? Pardonnez-moi, j'ai toujours cette casquette un peu économique et de finance. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'être là. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Hein. Mais vous croyez qu'on n'a pas ce regard-là? Vous pensez que nous, on fait des trucs comme ça au hasard, en se disant, tiens... Ça coûte à grosso modo 10 milliards. En tous les cas, c'est ce qu'a dit Pierre Moscovici, que vous connaissez bien. L'année prochaine, entre 3 et 4 milliards. Bon, moi, je reprends les déclarations de Pierre Moscovici. Aujourd'hui... Là, vous parlez en 2035. À terme. On n'est pas du tout en 2035. On est pour l'instant en 2023. Mais même là, en 2000, ça a été 5,8 milliards sur une année. Donc 2 ans, on peut multiplier par 2, quoi, grosso modo. L'année prochaine, si on suspend la réforme, c'est en fait de l'ordre 3 à 4 milliards. Pour 2 ans. Mais pour l'année prochaine. Et donc, ce que nous ferions si nous étions au pouvoir, c'est que nous demanderions aux partenaires sociaux de rechercher les modes de financement qui permettent d'arriver à 62 ans. Voilà. Et donc, pendant l'attente, on suspend parce qu'on n'attend pas. On n'est pas en train de se dire on verra plus tard. Et ça aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels nous sommes attendus. Et vous avez des Français qui ont manifesté par millions, qui, le Parlement, la seule fois où il a eu l'occasion de voter, c'était une résolution du groupe communiste, et il a voté très clairement pour
l'abrogation de la réforme Borne. Donc, mais ça pose la question de la crédibilité des propositions que vous faites, Olivier Faure. C'est vous qui n'êtes pas... Attendez, je précise ma question. Attendez, je précise ma question. Je précise ma question. Tout à l'heure, je posais la question de la crédibilité à Aurore Berger en disant vous êtes là depuis 2017, vous avez voté tous les budgets, c'est plus 1000 milliards depuis 10 ans. Absolument. Je regardais les chiffres sous François Hollande. C'est vrai que la dette était moindre. Sous François Hollande, la dette a pris 8 points. À peu près 80-90 milliards par an, plus de 420 milliards sur le quinquennat. Comment est-ce que vous, socialistes, vous pourrez arriver aujourd'hui en disant nous, la dette, on sait faire? Mais vous remarquerez que, en fait, à la fin de Lionel Jospin, à la fin de François Hollande, la dette, le déficit, parce que la dette c'est plus compliqué, mais le déficit était absolument décroissant. Il était à 3. Et donc que nous avons, oui, on partait beaucoup plus haut, je suis d'accord. On partait beaucoup plus haut. On partait plus haut qu'à la crise des subprimes. Absolument. Après ce que Sarkozy avait laissé. Et donc, nous avons su gérer ce pays. Et c'est un mythe que de dire que la gauche ne sait pas gérer, tandis que la droite serait parfaite dans la gestion. C'est l'inverse. La gauche gère. Et en revanche, ce que fait la droite, c'est qu'elle dilapide. Et elle dilapide au profit de quelques-uns seulement, parce que vous savez très bien que la crise de la dette que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas une crise de la dépense. Les dépenses, elles sont stables, elles ne bougent pas. Et malheureusement... Sauf les dépenses sociales. Mais même pas. Les dépenses, elles sont stables depuis des années. La réalité, c'est que vous avez une dette qui est liée aux cadeaux fiscaux qui ont été réalisés. Et puisque vous vous référiez à la Cour des comptes à l'instant, la Cour des comptes, elle dit c'est 62 milliards par an qui manquent dans les caisses de l'État. Vous faites les comptes. 62 milliards que vous multipliez par 8, vous avez une bonne part de cette dette nouvelle qui est arrivée et que nous avons à supporter aujourd'hui. Donc ce que je dis, c'est que nous avons besoin de retrouver des financements. Et tout à l'heure, vous disiez, on touche aux entreprises, mais je vous ai répondu, on touche au patrimoine. Notamment sur les exonérations. Alors, sur les exonérations, combien y a-t-il d'exonérations de cotisations par an dans ce pays? Là c'est un grand mystère, parce que vous avez comme moi, les chiffres sont très différents. Non, je les connais. En fait, les chiffres, c'est 91 milliards. Oui, non, 80 milliards, normalement. Entre 80 et 91 pour vous faire plaisir. Merci. Combien est-ce que nous prenons dans notre 10 milliards gagnés déjà, déconné. Oui, mais combien est-ce que nous prenons dans notre plan? 2,9 milliards. Et vous trouvez que c'est en fait une spoliation de qui que ce soit? 2,9 sur 91. Et vous savez quel est le montant des aides aux entreprises par an? 211 milliards. Non, parce que là-dedans, vous savez bien qu'il y a... Non, mais je dis pas qu'il faut tout reprendre. Mais il y a de tout, là, quand on dit... Bien sûr, il y a de tout. Mais justement, je vous montre... 110 milliards, quand même, dont une grande partie... Je vous montre simplement que nous ne sommes pas avec un couteau entre les dents et là pour égorger les entreprises. Simplement, là où aujourd'hui, on favorise essentiellement les très gros, les multinationales, nous, on renvoie les choses vers les PME, vers les TPE. Est-ce que c'est possible d'imaginer un moment que la France ne vit pas uniquement avec quelques grands groupes, mais qu'elle vit aussi avec des entreprises qui sont nombreuses et qui, elles, souffrent? Quand on reprend de l'argent, la seule taxe sur les entreprises qu'on reprend, c'est qu'on double la taxe sur les GAFAM. Mais enfin, on leur prend 800 millions. Vous pensez que Google, Amazon, Apple, etc., ils peuvent pas... du trade, vous savez les conséquences que ça a pour pacte du trade. Non. Il faut expliquer ça, Edwige, il faut expliquer. Alors, pacte du trade... Allez-y, mais je vais vous répondre. C'est ce qui permet, notamment par un procédé fiscal, c'est ce qui permet à des entreprises familiales de se transmettre tout en ne supportant pas beaucoup des frais de succession. Voilà, c'est ça le principe. Nous, ce qu'on propose de sortir, c'est ce fameux hors-bord dont je parlais tout à l'heure. Quand vous avez dans le pacte du trade, parce que effectivement, c'est un pacte qui permet de transmettre les entreprises et éviter qu'elles soient décomposées et que le capital se dissolve. Et donc, ce que l'on dit, c'est simplement que dans ce patrimoine qui est transmis, on ne peut pas mettre l'hôtel particulier, on ne peut pas mettre le hors-bord, on ne peut pas mettre tout ce qui ne relève pas de l'entreprise, mais qui relève en réalité du patrimoine de ces gens. Parce qu'il y a un moment où il faut que tout le monde paye. Quand vous avez... Alors tout le monde ne paye pas l'impôt sur les successions parce qu'il faut quand même avoir déjà atteint un certain niveau pour pouvoir le payer. Et 90% des Français ne payent pas d'impôt sur les successions. Mais quand vous avez un peu de fortune, vous payez, si vous avez, je sais pas, un appartement à 1 million d'euros, que vous avez 2 enfants, ils paieront des frais de succession. En revanche, vous avez le pacte du trade et vous avez des gens qui ont introduit dans le pacte du trade le fameux paquebot, le hors-bord, le je sais pas quoi, eux, ils ne payent rien. C'est pas normal. Olivier Faure, regardez juste à votre gauche. Et c'est la raison pour laquelle on ne prend pas beaucoup. À votre gauche, Marine Tondelier. Marine Tondelier. Qu'est-ce que vous avez à lui passer comme message ce soir à la patronne des écologistes? Mais que je l'aime. Une belle déclaration, on va avoir écouté. Est-ce que c'est réciproque? La réalité, c'est que je n'imagine pas, je ne sais pas si on fait ça en public normalement, mais enfin, je n'imagine pas
ma vie sans les écologistes, sans Marine Tondelier. Et notamment quand je parle de réinvestissement dans le logement pour faire de la rénovation thermique. Je vous donne un exemple et après je m'en vais. Mais je donne un exemple parce qu'il est extrêmement éclairant. On parle d'économie. Je vous propose une économie qui est simple. Vous savez que, en fait, le fait d'avoir des logements qui sont mal isolés, qui sont trop chauds l'été, trop froids l'hiver, ça a des conséquences sur la santé des gens qui y habitent. Et il y a eu une évaluation qui a été faite. Si vous mettez la rénovation de ces bâtiments, de ces logements, c'est 6,5 milliards. Et chaque année, vous évitez 500 millions de dépenses pour la Sécu. C'est-à-dire qu'en 13 ans, vous avez complètement remboursé ces 6 milliards. Ça, c'est votre preuve d'amour pour Marine Tondelier. On va l'accueillir dans un instant. Ça veut dire qu'on peut faire en sorte d'avoir des économies intelligentes qui ne pénalisent personne et qui sont des économies qui permettent de tirer ce pays vers le haut, ce que je souhaite de tout mon cœur. Olivier Faure face à BFM. Ce soir, merci d'avoir été avec nous. Merci on fait à vous. Une toute petite pause. On revient pour la soirée événement sur BFM TV avec Marine Tondelier. On verra si cette déclaration d'amour est totalement réciproque. Je suis pas sûr, très honnêtement. Ah bah vous on va laisser un peu de suspense, à tout de suite sur BFM. Voilà.